Le soir, un bal avait lieu au château. Les musiciens jouaient sans interruption, les serviteurs servaient les plats, les invités levaient leurs coupes et riaient. La reine était attendue dans la salle de bal, mais elle n'était pas là. La dame d'honneur avait également disparu. Au début, personne n'a remarqué leur absence, car les courtisans étaient occupés à regarder les danses de l'héritier et des invités du royaume voisin. Puis, le majordome comprit que les serviteurs avaient conduit le cortège en retard jusqu'au trône, sans la reine. Il envoya 2 gardes dans les appartements, 2 autres dans la galerie du jardin, et les autres au temple, où ils avaient l'habitude de s'isoler et de prier avant les nuits importantes. Dans la sacristie, ils trouvèrent la reine et la dame d'honneur assises sur le sol en pierre. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, toutes deux en larmes, leurs robes froissées, les cheveux défaits, les rubans défaits. Les gants de la reine et le cordon de la ceinture de la dame d'honneur gisaient sur la table. L'évêque, qui avait été appelé en premier, ordonna à tout le monde de sortir, à l'exception des 2 gardes les plus âgés. Il leur prit la lampe, s'approcha des femmes et leur demanda de se lever. Elles n'ont pas protesté. Il leur a ordonné d'embrasser la croix à tour de rôle, a lu une courte prière et a dit que pour sauver leur âme, elles devaient se confesser. Il n'a pas crié. Il parlait calmement, et les 2 femmes l'écoutaient. Au bout d'une demi-heure, il les fit sortir par des portes différentes. La dame d'honneur par le couloir réservé au personnel. La reine par le porche latéral menant à la galerie royale. Personne ne revint au bal. Le régisseur annonça que Sa Majesté était souffrante et l'orchestre passa à des morceaux plus calmes. Le lendemain matin, une calèche attendait la dame d'honneur à la porte du château. On chargea un petit coffre sur le toit, on mit dans la calèche un châle de voyage et une boîte contenant des lettres, fermée par une ficelle. L'évêque vint en personne, dit à l'intendant que c'était la règle et partit à l'avance pour accueillir la dame d'honneur à la maison diocésaine. La reine resta dans ses appartements, où l'on avait accroché des rideaux épais et retiré les miroirs. Les médecins apportèrent des bocaux de teinture et des coupes d'eau chaude. Les serviteurs chuchotaient à la porte et ne se disputaient pas entre eux, car chacun comprenait que ce qui s'était passé dans la sacristie allait être discuté et condamné. Personne n'entendit le moindre cri. La reine n'appela personne, n'envoya aucun mot, ne demanda à voir personne, à part sa femme de chambre et son médecin. Le médecin nota que la reine souffrait d'un affaiblissement de ses forces et ordonna de limiter les réceptions. L'évêque envoya une note au bureau. La dame d'honneur devait quitter la capitale et vivre sous la surveillance de la mère supérieure d'un couvent situé dans un domaine éloigné. La note ne contenait pas un seul mot dur. Elle disait simplement que c'était plus sûr pour tout le monde. La reine Hélène était née dans un autre pays et était arrivée à la cour, alors qu'elle était encore une enfant. Elle avait été mariée au roi par accord, alors qu'ils avaient tous deux environ 20 ans. Le roi avait un caractère égal, ni cruel, ni bon, prudent et avare en marque d'affection. Il passait beaucoup de temps avec ses conseillers, allait à la chasse, recevait des ambassadeurs. Helena s'occupait de la maison, recevait les épouses des ambassadeurs, enseignait le protocole aux jeunes dames d'honneur. Elle n'aimait pas les banquets bruyants, même si elle savait se tenir droite, sourire et lever sa coupe au bon moment. Aucun scandale n'avait jamais été associé à son nom auparavant. Hélène n'avait pas d'amis proches.
à l'exception d'une seule jeune fille qui lui avait été amenée de sa ville natale pour être sa dame d'honneur. La jeune fille s'appelait Agnieszka. Elle connaissait la langue maternelle de la reine, se souvenait des odeurs de leur ancienne maison et savait coudre des corsets sans laisser de traces de baleine. Au début, elle n'était qu'une aide pratique. Puis elle devint une habitude, une nécessité. Elles se levaient ensemble à l'aube, alors que la cour dormait encore, s'asseyaient dans une petite pièce, près de la fenêtre, et triaient les lettres. Agnieszka apportait une tasse de bouillon, vérifiait les crochets des robes, trouvait les épingles perdues. Elle ne posait pas de questions inutiles, mais savait faire des pauses lorsque la reine s'attardait plus longtemps que d'habitude sur une feuille de papier. Peu à peu, la reine s'habitua à ce que chaque journée difficile se termine dans la même pièce. Un nettoyage silencieux, un corset retiré, une brique chauffée au pied, du pain sec avec du fromage, un rapport sur la gestion de la maison. Elle sentait qu'à ses côtés se trouvait une personne qui ne demandait ni récompense, ni protecteur, ni jeu de cour. Agnieszka ne favorisait pas ses frères et ne demandait pas de poste pour ses oncles. Elle demandait seulement si tout était prêt pour l'audience du lendemain et n'avait pas peur de rester silencieuse à ses côtés. Dans la vie de cour, c'est une qualité rare. Au bout de quelques années, cette habitude devint une dépendance. La reine attendait chaque pas de la dame d'honneur dans le couloir. S'il n'y avait pas de pas, son cœur battait plus fort. Si elle entendait des pas dans l'escalier, elle se redressait et faisait semblant de lire. Ce soir-là, lors du bal organisé pour sceller la paix avec les voisins, tout se déroulait comme prévu. Le roi prononça le discours convenu à l'avance. L'héritier leva sa coupe. La reine écouta les compliments des ambassadeurs et s'écarta, comme il se doit, pour laisser place aux danses. Agnieszka devait apporter dans la chambre de la reine un paquet contenant les lettres des épouses des ambassadeurs. À la porte du couloir, elles furent arrêtées par une plaisanterie des pages. Quelqu'un tira le ruban de la manche d'une dame d'honneur, le ruban tomba, et l'une des jeunes filles, en riant, marcha dessus avec son talon. Agnieszka se baissa pour le ramasser et comprit qu'elle allait fondre en larmes, là, dans le couloir. La reine vit ce geste et fit signe à la femme de chambre de rester. Ils passèrent à côté, sans s'arrêter, mais tous deux comprirent qu'il valait mieux quitter la salle. Ils empruntèrent des passages étroits et se retrouvèrent devant la porte de la galerie du temple, où il fait toujours plus frais et plus calme. La reine savait que la sacristie pouvait être fermée de l'intérieur. Elle ouvrit le petit battant avec une clé et entra. Agnieszka la suivit et ferma le loquet. Sur la table se trouvaient des catalogues de tissus pour les vêtements liturgiques, et des lampes étaient accrochées au mur. Elles s'assirent par terre. La reine prit la main de sa dame d'honneur. Agnieszka posa son front contre son épaule. Les larmes coulèrent d'elles-mêmes. Elles ne se mirent d'accord sur rien, ne se jurèrent rien et ne se disputèrent pas. Elles restèrent simplement assises un moment, serrées l'une contre l'autre, se tenant la main, jusqu'à ce que le bruit du bal s'éloigne. Lorsque le garde avec sa lampe arriva à la porte, elles n'eurent pas le temps de changer quoi que ce soit. L'évêque arriva rapidement. Il savait que dans de telles affaires, chaque témoin supplémentaire était une bouche supplémentaire. Il ne posa pas de questions sur les détails. Il a dit que le péché devait être confessé et qu'il fallait s'en détourner.
Il comprenait que la reine n'était pas une simple paroissienne venue du marché, et a agi avec prudence. Il a ordonné à la dame d'honneur de désigner l'endroit où elle était prête à passer sa période de pénitence, et a demandé à la femme de chambre de lui préparer des vêtements chauds. Il assura la reine que tout serait fait dans les limites de la décence et qu'il était important pour elle de préserver sa dignité. Il comprenait que le pouvoir du roi n'aimait pas les affaires bruyantes qui gâchaient les négociations. Le 3e jour après le bal, le roi convoqua l'évêque. Ils parlèrent sans témoin. Le roi demanda ce qui s'était passé exactement. L'évêque répondit qu'il avait vu 2 femmes qui s'étaient embrassées et avaient pleuré. Le roi ne posa pas d'autres questions. Il demanda ce qu'il fallait faire pour éviter les rumeurs. L'évêque répondit que tout était déjà fait. La dame d'honneur partirait au couvent sous la surveillance de la mère supérieure. La reine organiserait un office religieux pour préserver la paix dans la famille et renoncerait temporairement aux réceptions. Pour le reste, il fallait garder le silence. Le roi acquiesça. Il ne manifesta ni jalousie ni grossièreté. Il resta un homme de contrat et d'équilibre. La dame d'honneur fut conduite dans un domaine éloigné, où vivaient autrefois les veuves des chevaliers. Il n'y avait plus d'atelier de couture depuis longtemps, seulement des pièces basses, un jardin, des celliers et une petite chapelle domestique. La mère supérieure l'accueillit calmement. Elle lui dit qu'elle veillerait à ce que tout reste calme et qu'il ne fallait pas écrire de lettres. Elle lui expliqua le fonctionnement de la maison. Prière selon un horaire précis. Travail dans le potager. Pharmacie. Cuisine. Agnieszka se mit à faire ce qu'elle savait faire depuis son enfance. Manipuler des tissus, des fils, raccommoder des vêtements, réparer du linge. On lui confiait des tâches pour les femmes de la région. Elle triait des morceaux de tissu et écrivait des notes sur des sacs en toile. Le soir, elle s'asseyait dans la chapelle, car elle y respirait plus facilement. Elle savait que la reine était dans la capitale, derrière des portes closes, dans une pièce aux murs épais. Elle comptait les jours. La reine s'était enfermée dans ses appartements. Elle avait renoncé à son emploi du temps habituel. Elle ne mangeait presque plus. Le médecin lui apportait des teintures. La femme de chambre aérait les pièces, changeait les draps, apportait de l'eau. La reine ne se plaignait pas de douleur, mais ne voulait pas se lever. Quand on la persuadait de sortir au moins dans la galerie du jardin, elle refusait doucement. Bientôt, la cour s'y est habituée. La reine n'est pas présente au dîner. La reine ne reçoit pas de visite. La reine est malade. Les conseillers assumèrent eux-mêmes la responsabilité de recevoir les ambassadeurs. Le roi était assis en bout de table, sans compagne à sa gauche. L'héritier occupait la place à côté de lui, mais cela ne satisfaisait personne. La ville discutait du mauvais œil de la reine, ou du fait qu'elle était punie par les cieux, ou qu'elle souffrait d'une fièvre inconnue. Dans la chambre des médecins, on notait de nouveaux traitements. Bains, teintures, pommades. Rien n'y faisait, car la maladie n'était pas physique. Les premières lettres envoyées depuis la maison lointaine étaient courtes et rares. La supérieure n'encourageait pas la correspondance, mais ne l'interdisait pas catégoriquement, si les lettres étaient anonymes et dépourvues de tendresse. On écrivait par l'intermédiaire des tisserands qui transportaient les tissus au marché, par l'intermédiaire du vieux commis qui avait ses propres intérêts dans la capitale, par l'intermédiaire de la blanchisseuse dont la fille servait
dans la cuisine de la reine. Les lettres étaient simples. Qui avait travaillé combien? Qui était malade? Comment chacun supportait le jeûne? À partir de ces quelques mots, la reine se faisait une idée de la situation. Elle gardait les lettres à sa tête de lit et ne s'en séparait même pas pendant les visites du médecin. Un jour, la blanchisseuse fut surprise dans la cuisine avec une lettre étrangère dans son tablier. Elle fut battue à coups de roseau et le réseau fut interrompu pendant 1 mois. Lorsque la lettre suivante arriva, elle était scellée d'un cachet anonyme et les destinataires n'étaient indiqués que par des points et des traits dont seules 2 femmes connaissaient la signification. L'évêque n'était pas l'ennemi de la reine, il estimait faire ce qu'il devait faire. Il lui rendait visite chaque mois et lui disait que Dieu pardonne et que le temps guérit. Il lui rappelait ses devoirs envers l'État et son époux. La reine écoutait sans contester. Elle ne demandait pas que son exil soit assoupli. Elle ne demandait pas que sa dame de compagnie lui soit rendue. Elle demandait seulement qu'on la laisse tranquille. L'évêque se levait, bénissait et partait, laissant sur la table une croix suspendue à une chaîne. Ces croix étaient ensuite ramassées par la femme de chambre et rangées dans un coffret, car la reine ne portait pas de bijoux. Le roi essayait d'agir à sa manière. Il proposa à la reine de se rendre dans sa ville natale pour rencontrer sa mère. Elle refusa. Il demanda au médecin d'intensifier les soins. Il remplaça la femme de chambre par une autre, plus douce et plus patiente. Il demanda à l'évêque s'il n'était pas temps de renvoyer la reine à ses fonctions officielles. L'évêque répondit qu'il fallait encore attendre. Le roi attendait. Il aimait l'ordre. Les scandales ne lui étaient pas favorables. Il avait calculé qu'au bout d'1 an, tout le monde aurait oublié ce qui s'était passé. Il supportait l'attente d'un héritier. Il s'efforçait de ne pas parler de lit et d'enfants. Il était important pour lui que la paix qu'il avait signée au bal ne soit pas ruinée par des rumeurs. Agnieszka, dans la maison éloignée, ne se considérait pas comme une religieuse. Elle n'avait pas prononcé de vœux. Elle vivait simplement selon les règles. Elle se levait tôt, faisait des exercices comme on le lui avait appris dans son enfance, tenait un petit compte de ses dépenses, aidait à la cuisine. Elle n'avait pas le droit de quitter le domaine sans la permission de la mère supérieure, et elle respectait cette interdiction. Parfois, elle lui semblait voir par la fenêtre une vieille charrette avec le signe de la femme de chambre accroché au bord. Mais c'était rare et pas toujours réel. Elle gardait, près de son lit, un petit sac avec 2 rubans et un dé à coudre en métal. Le dé à coudre était un cadeau de la reine pour son dernier anniversaire. À l'époque, tout allait encore bien, et la reine avait elle-même choisi ce dé à coudre dans la boutique de l'artisan, sans envoyer aucun de ses serviteurs. Agnieszka se souvenait avoir enfilé le dé à coudre sur son doigt et avoir senti que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose lui appartenait vraiment. Un jour, un fonctionnaire de la capitale arriva dans la maison éloignée. Il apportait un ordre. La dame d'honneur devait déménager encore plus loin, dans une maison près de la vieille église, à l'extrémité du royaume, où l'on gardait autrefois les veuves des boyards et les parentes célibataires. La directrice ne discuta pas. Elle voyait que l'ordre était officiel et qu'il était impossible de l'annuler. Sur le chemin, Agnieszka toussait et demanda plusieurs fois de s'arrêter. Dans cette maison, il n'y avait pas de commode bien entretenue, ni de chambre propre. Ça sentait les médicaments et le fer.
La maison était tenue par un vieux régisseur et sa femme, respectable, mais grossière. Ils lui firent tout de suite comprendre qu'elle ne pouvait pas écrire de lettres. Agnieszka cessa d'attendre. Elle commença à noter ses observations dans un petit cahier qu'elle gardait dans son oreiller. Elle notait le nombre de points de suture qu'elle faisait chaque jour, le nombre de fois où elle pansait les blessures des autres, le nombre de morceaux de pain qu'elle distribuait aux ouvriers. À la fin de chaque journée, elle ouvrait son cahier et mettait un petit point en bas de la page. Elle seule savait ce que cela signifiait. Pendant ce temps, la reine maigrissait. Le médecin choisissait sa nourriture. Ses vêtements devenaient trop grands. Les dames de la cour cessèrent de lui demander conseil sur la tenue à adopter lors des sorties. L'héritier grandissait et s'asseyait plus souvent à côté de son père lors des conseils. 7 mois après le bal, la reine se rendit pour la première fois à un court office à la chapelle. Elle se tenait au fond, près du mur. Personne ne s'approcha d'elle. L'évêque se contenta de lui faire un signe de tête. Après la messe, la reine retourna dans sa chambre et demanda une pièce plus petite. On lui aménagea une chambre dans l'ancienne chambre d'enfant. Il y avait un lit simple, une table et un petit poêle. Elle ouvrait et fermait elle-même la porte du poêle pour se réchauffer les mains. Elle cessa de se regarder dans le miroir. La femme de chambre lui apportait des paquets de linge. La reine les déballait pour ne pas avoir les mains vides. Le soir, elle tressait des lettres et des bouts de ficelle. Elle avait coupé elle-même une mèche de cheveux lorsque la femme de chambre lui avait fait une coiffure trop serrée. Elle avait caché cette mèche dans une petite boîte qu'on lui avait offerte le jour de son mariage. Il y avait là plusieurs boutons, un morceau de peigne en nacre, un bouton provenant d'une robe d'enfant, et maintenant, la mèche de cheveux. Lors d'une de ses visites, l'évêque raconta que la dame d'honneur avait été transférée encore plus loin, dans une maison près de la vieille église. Il dit que cela était nécessaire, car il y avait trop de curieux dans le premier couvent. Il dit que c'était plus sûr ainsi. La reine écoutait, le visage impassible. Elle demanda seulement une chambre plus petite et plus d'eau. La femme de chambre lui apportait des bouillottes. La garde à la porte fut remplacée. Le silence revint à l'intérieur. Au printemps, la reine avait presque cessé de sortir. Elle recevait le médecin et 2 femmes de confiance. L'une d'elles était la blanchisseuse, qui avait été punie pendant l'hiver. Elle avait été réintégrée dans ses fonctions parce qu'elle savait travailler en silence. Elle ne prenait plus de lettres. Elle se contentait de repasser le linge et de partir sans un mot. La reine gardait tout pour elle. Parfois, elle ouvrait le coffret, prenait délicatement une mèche de cheveux et la caressait du bout des doigts. Un jour, elle eut mal à une dent et dut appeler le chirurgien. Celui-ci effectua rapidement l'intervention. La dent était fragile et mal fixée. Il l'extraya à l'aide de pinces et donna un morceau de tissu à la reine. Cette nuit-là, la reine resta longtemps seule à table. Le lendemain matin, la femme de chambre constata que la boîte était plus lourde. La reine ne l'ouvrait plus en présence des domestiques. Agnieszka vivait au rythme des heures dans la maison éloignée. Parfois, des paysans des environs venaient leur apporter des objets à réparer et leur raconter les dernières nouvelles. Ils parlaient des impôts, des recrues, du fait que les fêtes étaient moins fréquentes dans la capitale. Un vieil homme dit que la reine ne se montrait plus au peuple. Elle acquiesça silencieusement.
Elle ne fit aucune tentative pour s'enfuir. Elle apprit à préparer des pommades, à faire de simples décoctions, à repriser de lourds tissus. Parfois, on lui permettait d'entrer dans l'église et de nettoyer les chœurs. Elle le faisait avec soin, car elle aimait l'ordre. Elle rêvait qu'elle était de nouveau dans la petite chambre de la reine, où se trouvaient les lettres, où était posée la tasse embuée, où étaient disposés sur la table de petits bijoux. Elle se réveillait dans la pièce sombre et allait allumer la mèche de la lampe. Elle ne pleurait pas. Elle écrivait un point dans son cahier et se couchait. Le roi avait vieilli au cours de cette année. Lors des conseils, il écoutait plus souvent l'avis de l'évêque. L'héritier avait appris à se taire pendant les disputes et à consulter les documents. La ville avait cessé d'attendre la sortie de la reine pour les fêtes. Les tisserands ne lui apportaient plus de nouveaux motifs pour ses robes. La cuisine faisait des économies. Le majordome veillait à ce qu'aucune personne superflue n'entre dans le couloir menant aux appartements de la reine. Les serviteurs avaient appris à contourner les portes derrière lesquelles pouvait apparaître la femme de chambre avec son bassin. Toute la vie avait changé de ton. Un an plus tard, à la date du bal, le roi ordonna de célébrer un office pour la santé de la famille et la paix. L'évêque célébra la messe dans le calme. Après la cérémonie, il monta voir la reine. Il vit une femme qui était devenue presque transparente. Il comprit que les discussions sur le retour à la vie de cour n'avaient plus aucun sens. Il s'assit, non loin d'elle, posa une croix sur la table et prononça les paroles habituelles sur la miséricorde. La reine le remercia du regard. Elle semblait fatiguée et calme. L'évêque se leva et partit. Il comprit qu'il ne restait plus qu'à attendre. La reine mourut au début du mois suivant, le matin. La femme de chambre entra dans la chambre et vit que la reine était allongée sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, le visage serein. Il y avait un coffret sur la table. La clé était à côté. La femme de chambre ne l'ouvrit pas. Elle appela le médecin arriva, examina le corps et hocha la tête. Le roi fut appelé plus tard. Il entra dans la chambre, se tint près de la tête de lit et demanda doucement que le corps soit recouvert d'un drap. Il ne parcourut pas la pièce, ne toucha à aucun objet. Il sortit et ordonna qu'on appelle l'évêque. L'évêque arriva rapidement. Il demanda à tout le monde de sortir, sauf la femme de chambre. Il s'approcha de la table et ouvrit le coffret. À l'intérieur se trouvait une mèche de cheveux solidement attachée avec un fil fin. À côté, une dent enveloppée dans un morceau de tissu en lin pour qu'elle ne roule pas. Une étroite bande de papier était collée à l'intérieur du couvercle. Elle portait l'inscription suivante, écrite de la main de la reine. Ma seule confession. L'évêque regarda ces objets, referma le coffret, posa la clé à côté et demanda à la femme de chambre de ne laisser entrer personne avant qu'il ne rende le coffret au roi. Il comprit le sens sans qu'il soit nécessaire de prononcer un mot. Il comprit que la reine avait conservé ce qu'elle pouvait appeler la vérité. Elle avait conservé le souvenir matériel de celui qu'elle aimait et le signe de sa propre douleur. Il ne dit rien de plus. Il sortit le coffret et le remit au roi. Le roi, après avoir reçu la boîte, ne l'ouvrit pas en présence d'étrangers. Il se rendit dans la petite bibliothèque. Là, il s'assit à une table et ouvrit le couvercle. Il vit les cheveux, il vit la dent enveloppée dans un tissu, il lut l'inscription. Il resta assis un moment et réfléchit. Il comprit que ce n'étaient pas des objets destinés à être jugés. Il comprit
que ce n'était pas un document politique. Il comprit que c'étaient les vestiges d'une vie qu'il ne contrôlait pas. Il referma le couvercle, appela son secrétaire et lui dit que les funérailles se dérouleraient dans le calme, sans procession fastueuse. Le secrétaire prit note. Les funérailles se déroulèrent sans foule. La ville était silencieuse. Les femmes au marché disaient que la reine était sévère, mais juste. Les hommes à la porte discutaient du fait qu'elle souriait peu et n'aimait pas marchander. On rangea ses affaires dans le château. La femme de chambre rangea les robes dans des coffres, retira les draps et emporta les petits oreillers. Elle trouva dans la commode la boîte contenant les lettres, fermée par une ficelle. Il ne s'agissait pas de lettres d'ambassadeurs ou de dames, il s'agissait de feuilles soigneusement pliées, sans date ni signature. Chaque feuille était courte. Nombre de points de couture, nombre de tasses de soupe par jour, notes sur les charrettes arrivées dans cette maison lointaine. La femme de chambre comprit que ces feuilles venaient de là. Elle apporta la boîte au roi. Le roi la regarda et ordonna de la remettre à l'évêque. L'évêque prit la boîte et dit qu'il brûlerait tout ce qui pourrait faire l'objet de rumeurs. Il brûla les feuilles vierges, sans nom, dans son poêle. Il ne garda qu'une seule note de la reine. Le morceau de papier avec l'inscription sur le couvercle de la boîte. Il ne toucha pas à la boîte. Il la rendit au roi. Le roi la plaça sur l'étagère supérieure, dans la grande salle où se trouvaient les portraits des anciens monarques. Il ne la signa pas. Il n'en retira rien. Il la laissa simplement là. Agnieszka apprit la mort de la reine par un marchand de passage. Elle ne reçut pas de lettre officielle. Dans la maison près de la vieille église, personne ne jugea nécessaire de l'informer. Le marchand avait apporté du sel et discutait sur le porche avec le régisseur. Il dit que la capitale était en deuil et que l'on disait que la reine était morte paisiblement après une longue maladie. Le soir, Agnieszka ouvrit son cahier et mit un point plus gros que d'habitude. Puis elle ferma le cahier et resta longtemps éveillée. Le matin, elle demanda à la mère supérieure de la laisser aller à la messe. La mère supérieure l'autorisa. L'église était vide. Agnieszka se tenait dans un coin et pensait à la petite chambre de la reine, au cordon qu'un page superflu avait un jour tiré de sa manche, au dé à coudre, à la façon dont la reine rangeait les draps sans un mot. Elle pensait que désormais, personne ne viendrait la chercher depuis la capitale. Personne ne la rappellerait. Elle retourna chez elle, sortit le dé à coudre, le posa sur la table, compta les aiguilles. Elle rouvrit son cahier et écrivit « Point 412 ». Puis, elle mit un point. À la capitale, l'héritier prit la place de la reine lors des cérémonies. Le roi restait assis, impassible, écoutant et prenant des décisions. Dans les églises de la ville, on se souvenait parfois de cette nuit où la reine avait disparu du bal. Les rumeurs donnaient naissance à de nouvelles versions. Certains disaient que tout s'était passé autrement, qu'ils n'étaient pas ensemble, qu'ils priaient pour la paix dans la sacristie. D'autres disaient que tout était exagéré. Personne ne savait exactement, à part l'évêque et les 2 gardes. Les gardes se taisaient car ils connaissaient la valeur des mots. La boîte resta sur l'étagère pendant de nombreuses années. La poussière ne s'y déposait pas car cette grande pièce était toujours soigneusement nettoyée. À côté se trouvaient des livres sur les lois et les accords avec les voisins. Parfois, l'héritier entrait, se tenait debout près de la table et regardait cet objet. Il connaissait l'inscription sur le couvercle
Il demanda un jour à l'évêque d'expliquer pourquoi la reine avait laissé ces deux objets. L'évêque répondit que parfois, les gens n'ont pas le temps de dire la vérité à ceux à qui ils le doivent et laissent dans la pièce un petit signe qu'il est impossible de lire sur la place publique. L'héritier acquiesça. Il ferma la porte et partit en conseil. Le temps passa. La maison près de la vieille église se vida peu à peu. Agnieszka vieillit et devint plus calme. Elle continuait à compter les points et à mettre des points. Quelques années plus tard, le vieux régisseur mourut et fut remplacé par un autre. Il ne savait rien du passé et ne posait pas de questions. Un jour d'automne, une femme, venue de la capitale, arriva à la maison. Elle ne donna pas son nom. Elle apporta un petit paquet discret. Elle le remit à la supérieure et dit qu'il devait être remis à l'une des femmes qui vivaient ici et qui avait autrefois servi à la cour. À l'intérieur se trouvait un dé à coudre, exactement le même que celui qui se trouvait sur la table d'Agnieszka, mais avec le mot « maison » gravé à l'intérieur. Agnieszka le prit dans ses mains, passa son doigt sur la gravure et le posa à côté du sien. Puis, elle rouvrit son cahier et mit un point final. Aucune d'entre elles ne se revit jamais. Leurs vies se séparèrent, comme deux couloirs dans un château, l'un menant à la bibliothèque, l'autre à la cuisine. La reine resta dans la mémoire de la ville comme une femme qui parlait peu et maintenait l'ordre. La dame d'honneur resta dans la mémoire de quelques personnes comme celle qui raccommodait les chemises et pliait soigneusement les rubans. L'évêque vécut encore de nombreuses années et écrivit dans ses papiers que le meilleur remède contre les péchés bruyants était le silence, car il préservait ceux qui devaient continuer à vivre. Il ne mentionna aucun nom, il ne donna aucun détail. Il laissa dans les archives une brève note, fait sans bruit. Des décennies plus tard, lorsque l'on triait les vieilles affaires dans la bibliothèque, la boîte fut à nouveau retirée de l'étagère. Le nouveau roi demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était un héritage de sa grand-mère. Il ouvrit le couvercle et vit l'inscription. Il ne connaissait pas toute l'histoire. La phrase lui suffit. Il referma le couvercle et remit la boîte à sa place. Puis, il ordonna qu'on n'y touche pas sans raison. Il comprenait qu'il y avait des choses qui rendaient les murs plus solides que des étais. Il ne chercha pas de nom. Il ne voulait pas savoir qui avait mis cette mèche-là. Il savait que c'était la dernière vérité de quelqu'un. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire qui avait commencé la nuit dans la sacristie. Elle n'a pas donné lieu à un procès. Elle n'a pas donné lieu à une guerre. Elle a donné lieu à une année de silence, une année de maladie, une exil sans chaîne, une petite boîte contenant 2 objets et une courte inscription. Ceux qui se tenaient alors à la porte avec une lampe ont vieilli et sont morts, sans rien dire à personne. Dans les chroniques, il ne reste qu'une note, indiquant que cette année-là, la reine a cessé de se montrer en public. Dans la mémoire orale, il reste des murmures au sujet de la dame d'honneur qui a été exilée. Dans la bibliothèque, il reste la boîte. Sur le couvercle, on pouvait toujours lire « Ma seule confession ». Et cela suffisait pour que tous ceux qui savaient comprennent et que ceux qui ne savaient pas passent leur chemin.